Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La France, ça va pas très bien en ce moment. Parce que vendredi dernier, l'agence Fitch a dégradé la note qu'elle attribue à la France de AA à AA+. Alors moi, quand j'ai vu ça, écoutez, j'ai plus mangé, j'ai plus bu, j'ai plus dormi. Comment j'étais AA et maintenant je suis AA+. AA-, pardon. Non, AA-, qu'est-ce que je raconte? AA+, j'aurais été heureux, j'aurais goinfré, pas du tout. Voilà, baisse de la note de crédit française. Bon, pas de conséquences immédiates, paraît-il, mais enfin attention, agence de notation, on va en parler avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour. Vous êtes président Génération Frexit, on vous a déjà reçu avec plaisir, auteur du livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Mais alors dites-moi, ça signifie quoi? D'abord, rappelons très rapidement ce qu'est une agence de notation, notamment Fitch, il y a évidemment SP, Standard & Poor's, Moody's et autres. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle évalue très exactement dans les pays auxquels elle s'adresse? Alors, elle évalue la solidité en fait de titres financiers, en l'occurrence, pour ce qui est de l'État français, elle évalue la solidité de la dette d'État française. D'accord. Et si on se rappelle, il y a 10 ans, on était AAA, on était passé AA+, AA, et désormais, depuis vendredi, par l'agence de notation Fitch, nous sommes passés à AA-. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. J'ai vu d'ailleurs les macronistes dire que ce serait de la faute de la CGT. J'ai vu le soi-disant de la faute au Covid et à la CGT. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. J'ai vu le soi-disant économiste Nicolas Bouzou qui nous expliquait que la France irait très bien, ou même que Bruno Le Maire, que ce serait limite un complot, que tout va très bien, mais ce serait de la faute de la CGT et de la faute des manifestations. Alors je suis pas là pour défendre la CGT, mais en fait j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas lu exactement la note de Fitch qui explique très clairement les différents facteurs qui expliquent pourquoi la note française est dégradée. Alors allons-y, Charles-Henri Gallois. Alors définissons en quoi la note française est déclarée, enfin a été diminuée, et quels sont les facteurs? Alors, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Le premier, c'est que la croissance annoncée par le gouvernement, 1,3 cette année, 1% l'année prochaine, eh bien Fitch n'y croit pas, ils estiment que ça va être 0,8% cette année et 1% l'année prochaine, donc des perspectives de croissance qui sont moindres. Mais surtout, rappelez-vous, on nous avait expliqué qu'il fallait faire la réforme des retraites justement pour plaire au marché financier, pour ne pas baisser la note française. Moi, j'expliquais que c'était pas vrai, tout simplement parce que le gain supposé de la réforme des retraites, c'est environ 10 milliards d'euros par an, et ça, c'est une goutte d'eau par rapport à la gabegie qui a eu lieu sous la Macronie. Je rappelle quand même, pour reprendre les termes de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans son dernier roman, la Macronie, et Bruno Le Maire en particulier, a dilaté les finances publiques françaises comme jamais. C'est plus 600 milliards d'euros de dette. Donc vous voyez bien que là-dedans, le trou créé... Et 3 000 milliards d'euros de dette, de 3 000 milliards d'euros. Milliards de dette publique. De dette publique, oui. Et Fitch explique là-dedans que l'endettement français était le plus élevé, en fait, des pays qui étaient notés AA. Donc c'est pour ça qu'il était normal, en réalité, de dégrader la note, et la dépense publique française a été énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils expliquent au sein de la dépense française. Il y a notamment 2 éléments qui devraient metmettre la puce à l'oreille. Oui. Il y a évidemment la dette d'EDF qui est énorme du fait du marché de l'Union européenne de l'électricité, de la reine qui a mis EDF dans une panade énorme, et l'État maintenant a dû mettre la main à la poche et doit mettre l'État à la poche. Ça coûte beaucoup d'argent, et Fitch le met très clairement. Et il y a un autre point qui est mis en avant, j'en ai parlé d'ailleurs sur les antennes de Sud Radio, c'est la stupidité énorme d'avoir continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation, notamment à partir de 2015, alors que précisément la politique monétaire de la BCE à partir de 2015 visait à relancer l'inflation. Charles-Henri Gallois, qui était le ministre de l'économie... Attendez, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Charles-Henri Gallois, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir. Oui, je vous entends. Quel est à l'époque le ministre, c'était sous donc 2015, c'était François Hollande président, qui était le ministre qui a Et ministre de l'économie. Oui. C'était déjà Emmanuel Macron ou encore Arnaud Montebourg? C'était Emmanuel Macron. D'accord. C'est pour que j'en parle, en fait. C'était Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron est ministre de l'économie depuis 2014. Et ensuite, vous avez le fameux génie de l'économie, Bruno Le Maire, à partir du moment où Emmanuel Macron est devenu président de la République. Absolument. Et il faut quand même savoir qu'en 2019-2020, la France empruntait à taux fixe, à des taux négatifs ou nuls, et ils ont continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation, ce qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue financier. Et ce coût-là, par exemple, pour l'année 2022, c'était 16 milliards d'euros. C'est absolument énorme, surtout si on compare ça à la maigre économie à horizon 2030 de la réforme des retraites qui a mis la France sans dessus-dessous. Donc d'expliquer que ça serait de la faute de la CGT, que ce serait de la faute des manifestations, non, c'est de la faute d'une gestion des finances publiques qui est catastrophique. Quand je parlais du marché de l'Union européenne de l'électricité, le bouclier tarifaire, ça coûte 45 milliards d'euros. Mais en fait, on subventionne ce marché-là, alors que la France produit l'électricité qui est la moins chère au monde. Et donc on paye 45 milliards d'euros par dogmatisme européen plutôt que de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, on préfère faire des chèques. Et tout ceci, ça a un coût, et c'est ce que Fitch notamment a pris en compte dans la notation. Alors, dites-moi, Charles Gallois, je ne sais, vous n'avez pas votre haut-parleur sur le téléphone parce que de temps en temps, on vous entend un tout petit peu en réverbération. Mais ça va, on vous entend. Mais je voulais savoir, par rapport à ça, est-ce que comment dire, l'Espagne et le Portugal, faisant partie de l'Union européenne, comme nous, comme la France, sont sortis du marché européen de l'électricité? Et comment il se fait que nous n'en sommes pas sortis? Alors, on ne l'a pas fait, encore une fois, par dogmatisme pro-européen. Il n'y a pas plus pro-Union européenne que Emmanuel Macron. Mais en fait, en réalité, ils ne sont pas vraiment sortis. C'est quelque chose de plus subtil qui a été fait, c'est-à-dire qu'eux, ils subventionnent directement le prix du gaz. Comme vous savez que le prix de l'électricité, dans le cadre de ce marché, est indexé sur le prix du gaz, ça fait baisser mécaniquement le prix de l'électricité. Et la différence par rapport au bouclier tarifaire, c'est que comme ils font baisser le prix de gros de l'électricité, ça le fait baisser à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, alors que le bouclier tarifaire, on paye très cher, ça touche uniquement les particuliers. Vous savez que les entreprises payent un fric de dingue là-dessus, et vous avez notamment des boulangers qui font faillite et d'autres, parce que le prix de l'électricité, le prix de gros en France, est à des niveaux exorbitants. Ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous le disiez un peu plus tôt, c'est qu'on a effectivement présenté cette réforme des retraites en disant il fallait la faire. D'ailleurs, le président Macron l'a dit lui-même. Il fallait la faire. En fait, c'était surtout au-delà des 62 et 64 ans, parce que justement, les agences de notation et les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, eh bien, il fallait rassurer les investisseurs étrangers. Et comme par hasard, effectivement, Fitch baisse de AA à A-. Alors, c'est pas encore la panique, c'est pas les investisseurs ne vont pas quitter et reprendre leur magot, mais c'est quand même très significatif ça, je dirais de l'écart avec la réalité, enfin de la déconnexion. Moi, j'expliquais depuis le début de toute façon que c'était un faux débat, l'histoire des marchés financiers. Ouais. Ah, on vous entend très mal là. On vous entend très mal. Attendez, Charles-Henri Gallois, on vous entend très mal là. Il y a un problème d'audition. On va essayer de vous. Attendez, on va essayer de vous retrouver. Oui, allez-y. Oui, non, j'expliquais que moi, depuis le début, cette histoire des marchés financiers, c'était une vaste blague parce que pour la simple et bonne raison que les marchés financiers vont regarder la dépense publique dans la globalité. Fitch, dans sa note, explique très clairement d'ailleurs que le déficit public français, pareil, est le plus important de tous les pays notés AA. Et ça, c'est pas lié, c'est pas la réforme des retraites qui va changer ça. La réalité, pourquoi elle a lieu, cette réforme des retraites, et je l'ai dit depuis le début, évidemment, je le maintiens, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, toute preuve à l'appui, qui explique que cette réforme des retraites est exigée par l'Union européenne, notamment en contrepartie du fameux plan de relance de l'UE. Et la vraie pression, elle est du côté de l'Union européenne. Les marchés financiers, 10 milliards d'économies, quand vous avez un déficit public qui est de plus de 150 milliards, c'est une goutte d'eau. Le problème n'est pas là. On pourrait trouver des économies ailleurs, que ce soit sur évidemment la stupidité de l'émission de la dette publique indexée sur l'inflation, que ce soit également sur ce fameux bouclier tarifaire. Enfin, évidemment, toutes les dépenses qui ont eu lieu pendant le Covid, au début, quand on savait pas trop, on peut comprendre qu'il y a de la prudence, mais au bout d'un moment, il faut savoir l'argent, c'est 200 milliards qui ont été déversés, c'est un argent absolument énorme, et là aussi, il y avait des économies à faire. Le problème, c'est pas la réforme des retraites. Je veux dire, on peut trouver des économies par ailleurs, on peut d'ailleurs, même
si on veut boucler et boucher le léger déficit de régime des retraites, il y a d'autres réformes à faire que celle-ci, des réformes beaucoup plus justes. Donc le problème est plus global. C'est un problème de gestion calamiteuse des finances publiques. On nous avait vendu, encore une fois, Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance. Oui. En réalité, c'est le Beethoven de la dette. Il y a aucun président qui a augmenté la dette publique comme il l'a fait. Mais alors, Charles-Henri Gallois, pourquoi l'Union européenne aurait-elle exigé que l'on appuie sur la dette, que l'État français appuie sur la réforme des retraites ? Pourquoi ça a été ça qui a été choisi, et ça a été, avec les résultats que l'on sait, jusqu'à aujourd'hui, le 1er mai, où des millions de gens défilent encore contre la réforme de retraite, même si la loi a été promulguée? Alors, c'est très simple. Pourquoi c'est le même tarif pour tous les pays? Parce que dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne, la Commission européenne et les pays du Nord avaient demandé des contreparties, en fait, à l'obtention des fonds. Entre parenthèses, là-dessus, c'est une arnaque gigantesque pour la France. On va payer 103 milliards d'euros pour en récupérer 37. Donc, c'est 66 milliards de pertes pour en plus devoir faire une réforme des retraites. Mais en fait, chaque pays devait appliquer pour obtenir les fonds les recommandations émises par la Commission européenne en 2019 et 2020. Or, dans les recommandations 2019 de la Commission européenne, pour la France, vous aviez la réforme des retraites, mais vous aviez d'ailleurs la même chose en Belgique et la même chose en Espagne. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, on essaye de nous dire que ce soit des médias ou les politiques, que l'Union européenne n'aurait rien à voir là-dedans, mais en Espagne et en Belgique, c'est assumé dans les titres des médias. Vous avez partout, pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne, la Belgique doit faire une réforme des retraites, l'Espagne doit faire une réforme des retraites. Ouais. En France, on fait comme si l'Union européenne n'existait pas, en fait, que ça disparaissait et que ce serait Emmanuel Macron tout seul qui devrait faire cette réforme. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Et je l'avais dit d'ailleurs, la campagne présidentielle et avant l'élection d'Emmanuel Macron, que s'il était élu, de par les nécessités et de par les exigences de l'Union européenne, vous auriez une réforme des retraites. Et c'est pour ça, quelque part, c'est assez amusant de voir des personnes qui ont appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour maintenant s'indigner de cette réforme des retraites. Il fallait être conséquent, et pour ma part, j'avais appelé évidemment à faire barrage à Emmanuel Macron, parce que je considérais, je continue de le penser évidemment, que c'était le danger principal pour la France, c'était Emmanuel Macron, et on le voit avec cette réforme des retraites qui est à la fois injuste et très mauvaise. Ouais. En tout cas, les répercussions se font encore sentir, et notamment aujourd'hui, et probablement demain. Alors, je ne dirai pas quelles sont vos directions et votre préférence, puisque vous êtes président Génération Frexit. En tout cas, vous annoncez la couleur sans aucun problème. Mais à votre avis, aujourd'hui, comment vous avez ressenti le fait que quand Emmanuel Macron est allé en Chine, il a emmené avec lui, j'allais dire dans ses bagages, mais ne soyons pas irrespectueux, Ursula von der Leyen? Il avait effectivement sa babysitter. Et c'est dramatique d'un point de vue d'image internationale pour la France. C'est-à-dire que toutes les grandes puissances de ce monde ont intégré que la France n'existait plus et que c'était l'Union européenne qui prenait les décisions à sa place. Je veux dire, quand le Premier ministre allemand Olaf Scholz est allé en Chine, il n'a pas ramené avec lui Ursula von der Leyen. Ouais. C'est absolument dingue d'avoir fait ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, par une sorte de défaut narcissique, a dû se dire ça va faire bien, ça montre justement que l'Union européenne est avec moi. Mais pour toutes les chancelleries à travers le monde, ça acte la fin de l'indépendance de la diplomatie française, et c'était assez pathétique de le voir à chaque fois flanqué d'Ursula von der Leyen. Et d'ailleurs, vous avez vu que, contrairement à beaucoup d'effets d'annonce, Emmanuel Macron n'a pas été reçu en grande pompe en Chine, et on n'a quasiment rien obtenu de ce qu'il voulait. La Chine fait ses négociations pour ce qui est de l'Ukraine de son côté, sans tenir compte des desiderata de la France et bien évidemment d'Emmanuel Macron. Sans parler de ce qu'elle fait avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc., etc. Et on a vu qu'Ursula von der Leyen est rentrée de Chine comme une simple touriste et sans aucun apparat diplomatique. Oui, la Chine a bien montré ce qu'elle pensait, elle, de l'Union européenne, qu'elle ne le considérait pas comme une nation, un interlocuteur, donc elle l'a relégué au rang qui devrait être le sien. Il y avait vraiment qu'Emmanuel Macron qui voulait mettre l'Union européenne en avant, mais c'est quand même assez symptomatique, parce que vous savez que derrière ça, il y a des sujets très sérieux. Je parlais des babysitters, mais il y a des sujets très sérieux, parce que
on en parlait entre autres dans le fameux traité d'Aix-la-Chapelle et autres, il y a des velléités côté allemand d'utiliser le siège au Conseil de sécurité de la France comme un siège de l'Union européenne, ou même on peut aller plus loin, d'utiliser l'arme de dissuasion nucléaire française, qui est le sacro-saint normalement de notre souveraineté, d'européaniser tout ça, ce qui acterait définitivement la fin de la France comme une grande puissance indépendante, ce que Charles de Gaulle avait obtenu de main de maître. Et puis il avait quitté l'OTAN aussi, on sait, et qu'il a fait rentrer. Mais Charles-Henri Gallois, dernière question quand même. Là, est-ce que vous n'êtes pas un peu utopique et vous ne croyez pas que vous faites un peu exercice de naïveté en parlant Frexit? On a l'impression qu'en France, c'est pas du tout à l'ordre du jour, hein. En tout cas pour le moment, on parle de temps en temps de Frexit, certains en parlent effectivement, comme Asselineau et d'autres, mais on n'a pas l'impression que c'est ça qui fait vibrer les foules, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Frexit n'est pas une fin en soi. En fait, moi, je martèle pas Frexit pour le plaisir. Le Frexit n'est qu'un moyen. La question, c'est est-ce qu'on veut que la France se réindustrialise? Est-ce qu'on veut que la France récupère sa souveraineté? Et le Frexit, là-dedans, n'est qu'un moyen. D'ailleurs, la souveraineté, ça va au-delà même du Frexit. Ce n'est qu'une étape. C'est comment on réindustrialise, comment on remonte un système de santé qui tient la route, comment on obtient une France qui soit indépendante d'un point de vue de la défense, d'un point de vue numérique, d'un point de vue évidemment de l'énergie. Quand on voit la catastrophe de la gestion de l'énergie par l'Union européenne, la question, c'est comment la France peut être à nouveau indépendante, industrielle, et donc recréer de l'emploi. Et le Frexit, là-dedans, n'est qu'un moyen. Sans parler, vous avez raison, sans parler des achats avec Pfizer, hein, et du secret des SMS, encore entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Sur la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que l'Union européenne fait des coups d'État permanents et s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a même pas dans les traités. Et ça passe et ça va toujours plus loin, et ça va toujours plus loin dans le sens de l'arrêt et de la fin des nations, pour un super État Union européenne qui n'a aucune légitimité démocratique et qui décide en dehors et contre les peuples. Mais Charles-Henri Gallois, est-ce que c'est encore possible? Alors, réindustrialisation, souveraineté, très franchement et lucidement aujourd'hui, c'est encore possible pour la France? Mais la France pourrait le faire, je veux dire, en relançant notamment l'industrie nucléaire qui devrait être normalement notre fer de lance, c'est-à-dire que la France jouit d'une électricité, d'une énergie bon marché grâce au nucléaire. Ça doit permettre de pouvoir réindustrialiser, mais ça suffit pas. Il faut une monnaie qui soit adaptée à la réalité économique du pays. Il faut évidemment pouvoir mettre des barrières douanières, parce qu'on peut pas mettre en concurrence les salariés français payés au SMIC avec des pays payés au lance-pierre. On parle de l'Ukraine, c'est à 100 € par mois, ou même des pays comme la Chine. Évidemment que dans un cadre d'un libre-échange total comme c'est celui de l'Union européenne, vous ne serez jamais assez compétitif pour des pays où les salariés sont payés au lance-pierre. C'est la même chose avec la concurrence déloyale, d'ailleurs, d'un point de vue immigration, pour jouer à la baisse sur les salaires. Il faut revoir tout ce cadre-là, et ce cadre-là ne peut être différent, et la réindustrialisation ne peut marcher que si on sort du dogme de l'Union européenne. Et je pense que c'est pour ça que si on va au fond des choses, réindustrialisation, politique migratoire, énergie, la question d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne devra inévitablement se poser, quel que soit le parti qui veut le mettre en place. Sinon, en fait, vous allez faire comme Meloni en Italie ou d'autres, ou Tsipras en Grèce, c'est-à-dire que vous allez faire de la communication, mais concrètement, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre politique. On voit que dès qu'on veut faire une politique un tant soit peu ambitieuse, ça implique une rupture avec l'Union européenne, et donc il faut y aller. Pourquoi pas dire qu'on va renégocier, même si je n'y crois pas, mais il faut que ça aboutisse par un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne si on veut que la France reprenne le contrôle. Et on revient à la politique, et on revient, vaste programme, et on revient aux engagements politiques et aux choix politiques. Écoutez, ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, merci Charles-Henri Gallois pour vos éclaircissements. Nous allons suivre tout ça, et surtout, qui votera verra.